Bienvenue dans cette vidéo, on va faire l'analyse linéaire de la lettre 4 des lettres d'une péruvienne. Tu peux écouter cette vidéo sous format de podcast, ce qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Introduction. Françoise de Graffigny publie les lettres d'une péruvienne en 1747. Après avoir tenté une carrière dans l'écriture théâtrale, elle a fréquenté de nombreux salons littéraires, dans lesquels elle a pu rencontrer Voltaire, Marivaux, d'Alembert ou Diderot. Elle est donc marquée par l'esprit des Lumières, et elle explore dans ce roman des thématiques chères à ses esprits éclairés, notamment la rencontre entre différentes civilisations. Dans les premières lettres du roman, Celia raconte à Asa qu'elle a été faite prisonnière par les Espagnols. Elle est décrite comme particulièrement cruelle. Par la suite, le navire espagnol a été attaqué par un vaisseau français, commandé par d'Eterville. Zilia compare ici les deux nations. Il convient de se demander comment le regard naïf de Zilia permet de dresser un portrait ironique de la civilisation européenne. Pour ce faire, il conviendra de voir deux mouvements dans ce texte. D'abord, le premier mouvement avec la comparaison entre français et espagnol, de hélas, je croyais déjà à suspendre mon jugement, mes paragraphes, et le deuxième mouvement, la galanterie et le libertinage des Français, ceux de ces sauvages, à tourment toujours à mon désavantage. Premier mouvement, la comparaison entre Français et Espagnol. Zilia commence son récit dans un registre pathétique, avec l'interjection hélas, doublée du point d'exclamation qui montre son emphase. Elle se lamente sur son propre sort. Elle est dans un huis clos qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne comprend pas. Elle n'a ni les codes, ni la langue pour comprendre ce qui lui arrive. Elle est inquiète, et l'écriture lui permet d'exprimer son désarroi face à un univers qui lui apparaît dangereux. L'adjectif sauvage, utilisé pour qualifier les Espagnols, renforce cette idée d'un univers brutal et inhumain. Elle est perdue et à la merci de ces hommes qui l'ont emmenée de force sur ce bateau. Mais son enlèvement par des Français, désignés comme de nouveaux tyrans, la pousse à comparer les deux peuples, espagnols et français. On retrouve ici tout un champ lexical de la comparaison. Rapport, même avantage, même nation, à la différence d'eux. Elle place par opposition la civilisation inca au sommet de la hiérarchie, comme l'atteste l'adjectif auguste, précédé du déterminant possessif notre. Alors que la civilisation espagnole est rejetée pour sa barbarie colonisatrice, la nation française est jugée plus favorablement. La préposition avec est le déterminant possessif de première personne, mais dans mes nouveaux tyrans, crée une dimension relationnelle qui affaiblit considérablement le sens du substantif tyran. Mais il y a est dans la confusion, comme l'indique la négation totale à double détente, je ne distingue pas même les inflexions de leur voix. Elle est tellement loin de la culture européenne qu'il est très difficile pour elle de savoir qui parle. Zilla observe, elle adopte une démarche ethnographique en regardant, étudiant l'apparence de ceux qui l'ont capturée. Le regard naïf de Zilia transparaît quand elle décrit les Espagnols en les comparant à deux des quatre éléments naturels. Ils n'avaient encore assemblé que l'air et le feu. Cette image renvoie aux anciennes cosmologies. Par la négation restrictive, ne que les Espagnols sont décrits comme des créatures incomplètes, encore brutes, alors qu'eux-mêmes se considèrent comme le symbole du raffinement. Zilia part de l'apparence extérieure, yeux, mine, pour remonter jusqu'à la nature morale du peuple espagnol, ce que montre le champ lexical de la cruauté. Cruel, sang-froid, inhumanité. Le verbe à l'imparfait, montrer, traduit cette démarche inductive. Le caractère des Espagnols est déduit à partir de leurs traits physiques. Cilia compare ensuite les Espagnols avec les Français, avec le champ lexical de la politesse, qui domine pour qualifier les Français brillant, douceur, empressement, bienveillance, contrairement aux Espagnols qui apparaissent plus rudes. Toutefois, la conjonction de coordination mais vient jeter un doute sur cette politesse. Lilia perçoit intuitivement une duplicité dans leur attitude, mais je remarque des contradictions dans leur conduite qui suspendent mon jugement. Lilia adopte une méthode rationaliste pour étudier le caractère des Français. Elle refuse les clichés, elle réfléchit et elle doute. Elle apparaît donc comme une véritable philosophe, contrairement à ceux qui la perçoivent, elle, comme une sauvage. On voit ici une inversion des rôles. Les barbares sont les colons et non les colonisés.
Il convient à présent de voir le deuxième mouvement. Il s'agit de la galanterie et le libertinage des Français. Dans ce second axe, on peut voir que Zilia dresse un portrait de deux personnages à son chevet. Le premier portrait est celui de d'Éterville, qu'elle appelle Calcique, c'est-à-dire chef. Partant de l'apparence, son air de grandeur, elle en déduit donc son rôle social. L'utilisation de la langue étrangère crée une dimension exotique, très en vogue au XIXe siècle. Mais une ombre apparaît dans ce portrait flatteur. L'incise «je crois» rappelle la suspension du jugement de la jeune femme. C'est comme si elle ne parvenait pas à déterminer définitivement si elle peut ou non se fier à lui. De plus, le complément circonstanciel de manière, à sa façon, souligne que le respect qu'il manifeste est en décalage avec les codes du respect selon Zilia. Les mœurs françaises, même positives en apparence, heurtent la jeune péruvienne. Le deuxième portrait est péjoratif, comme l'indiquent les adjectifs négatifs. Dure, cruelle, impérieuse. On retrouve ici l'idée de la captivité et de l'impuissance de Zilia face à ces hommes dont elle ne saisit pas les intentions. Elle insiste ici sur la lucidité de son regard. Revenu de ma faiblesse, je l'ai bien remarqué. On voit qu'elle réfléchit à tout ce qu'elle peut observer. Elle analyse. Françoise de Graffigny dit que l'ambiguïté du geste du médecin voulut prendre ma main, expression qui peut, en effet, se lire de deux manières. Cela peut être le geste d'un soupirant ou celui du contrôle, de la force. Le geste de liberté de Zilia, qui enlève sa main, montre qu'elle résiste. Le vocabulaire devient alors plus militaire. Résistance, la repris, faible, mourante. De Zilia une forteresse assiégée. Le médecin agit comme un conquérant. Il l'a repris à l'instant. Il agit contre son gré. L'écriture de Zilia devient alors pathétique. Le rythme ternaire dans la phrase, fiable, mourante, et ne prononçant que des paroles, que des paroles qui n'étaient pas entendues, retranscrit une montée en tension de cette scène. La question rhétorique a des accents de désespoir. On voit ici que toute rébellion est impossible. Elle est seule et démunie. On voit la domination du médecin dans l'expression tout autant qu'il est voulu. Le champ lexical de la conquête, repris garda, je la lui donne, fait de Zilia une captive politique. Le substantif désavantage qui conclut le passage montre bien qu'elle est obligée d'accepter de se soumettre. Conclusion. Cette lettre est l'occasion pour Françoise de Graffigny de dresser un portrait, un des personnages importants qui vont avoir un rôle dans l'intrigue. C'est aussi un portrait des civilisations européennes. Cilia ne porte pas un regard naïf sur le monde. Elle observe, décode, doute. Le regard acéré de Zilia va se renforcer tout au long du roman, jusqu'à atteindre son apogée dans les dernières lettres à teneur philosophique, comme la lettre 34.